Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e édition de la Green Interview. Comment tu vas, Amélie? Ça va bien, merci Lina pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis très contente que tu sois là avec nous. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi de ton expertise, ton métier, les bonnes pratiques, etc. Bonjour à tout le monde dans le chat. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de réagir lors de l'événement en temps réel, de poser vos questions. On les traitera toutes à la fin aussi. Ça fait très plaisir de voir autant d'enthousiasme sur cette Green Interview. J'ai très hâte de commencer. N'hésitez pas à réagir, etc. Pour commencer, je vais apporter quelques éléments de contexte sur qui on est et ce qu'on fait. Bienvenue à tous. Je vois les petits messages qui défilent sur le chat, ça fait énormément plaisir. Pour petit rappel, GoMind, on est une société de conseil en innovation qui a pris le parti pris de s'opposer à ce qui fait dans l'industrie du conseil. On a décidé de s'extraire un petit peu de cette position de simple développeur pour donner plus de sens au code et éveiller les consciences dans l'ingénierie. Donc, on accompagne aujourd'hui nos clients chez eux dans leurs enjeux de web performance pour qu'ils se transforment de l'intérieur et atteignent une meilleure performance éthique, sociale et responsable. La Green Interview, elle va dans ce sens, donc dans l'objectif de sensibiliser autour des bonnes pratiques. C'est un média indépendant qui vise à sensibiliser les acteurs du digital et j'entends par là toutes les parties prenantes qui contribuent au cycle de vie du développement d'une application. Designer, product owner, DevOps, QA, etc. On est dans une belle lancée aujourd'hui parce que c'est la 7e édition et c'est un peu une fierté parce que ça montre aussi que ça répond à un véritable besoin de sensibiliser et de mobiliser autour des enjeux du numérique responsable. Et je suis très contente de l'animer avec toi, Amélie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je te laisse te présenter, nous dire un peu plus qui tu es, ton parcours, etc. Ok, du coup je suis Amélie Poirier, je suis lead designer du coup chez Niji. Je suis en effet spécialisée sur les sujets qui touchent à l'éco-conception. Donc je forme, je sensibilise sur ces sujets-là à la fois en interne comme chez nos clients et également sur vraiment de l'opérationnel pour réaliser ces sites-là en éco-conception. Et l'une des dernières références sur lesquelles j'ai pu travailler, c'est le site RATP Group, sur lequel on va revenir pendant l'interview. Ok, merci pour ta petite présentation. On va mettre le lien aussi de ce site pour que les auditeurs puissent y accéder en temps réel et voir un peu ce qui s'est fait là-dessus. On va rentrer un peu dans le vif du sujet avec une petite question d'intro. Quelles sont aujourd'hui les tendances émergentes de l'UX design et du développement qui favorisent des expériences utilisateurs plus responsables dans l'éco-conception? Oui, déjà, la première chose qu'on peut rappeler, c'est donner la définition de ce qu'est l'éco-conception. L'éco-conception, c'est une démarche itérative qui va avoir des actions sur l'ensemble du cycle de vie du service numérique, à la fois sur la conception, l'usage, la maintenance et la fin de vie. Et c'est également dans l'idée de créer des services qui soient pertinents, utiles et utilisables afin de répondre à un besoin et de limiter en effet les impacts négatifs du service en question sur l'environnement et on peut dire aussi plus largement de la société. Et qu'est-ce qui aujourd'hui amène aussi ces sujets-là? C'est vraiment l'idée aujourd'hui de simplifier et de minifier nos interfaces, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui de complexifier celle-ci, ça ne fonctionne pas. C'est délétère pour l'expérience utilisateur. Et sans même parler d'éco-conception, on voit aujourd'hui que créer une surcharge cognitive des interfaces, ça ne fonctionne pas. L'utilisateur n'est pas clairement guidé. Donc c'est pour ça que ça va dans ce sens-là. Et c'est aussi on va dire, un rappel aux bonnes pratiques de base de l'UX, qui est de créer des parcours qui soient fluides, courts, évidents pour tout le monde. Ok, c'est intéressant. Je vois que tu as mis quelques bases sur l'aspect de simplifier l'expérience utilisateur, etc. Comment aujourd'hui, de manière un peu concrète, l'éco-conception est liée à ton métier d'UX designer? Comment est-ce que ça t'aide là-dessus?
Il est complètement lié dans la démarche de l'éco-conception. Plus largement, tous les métiers du design sont impactés, que ce soit l'UX, l'UI, également tous les métiers de l'UX Writing. Et si on élargit encore, c'est une véritable démarche holistique qui va avec l'ensemble des métiers de la chaîne, c'est-à-dire également les métiers front, back, hébergement, et également tout ce qui est lié à la spécification au niveau du cahier des charges, et également tous les métiers qui sont liés au pilotage de projet, chef de projet, PO, PM. On a tous notre rôle à jouer. Et ça va aussi dans la logique de ce que dit le RGESN, qui est le référentiel général d'éco-conception des services numériques, où il y a vraiment cette dynamique-là, où on a tous un rôle à jouer. On a tous nos bonnes pratiques sur lesquelles vraiment on peut s'engager. Et l'autre chose aussi qu'il faut bien rappeler, c'est que côté design, on a en effet ça à entreprendre, mais que sans les métiers du développement, le web, c'est une matière vivante. Donc, du coup, sans eux, les choses ne prennent pas vie. Donc, du coup, on a vraiment besoin d'échanger le plus possible ensemble pour arriver à trouver le bon alignement en fonction du contexte projet sur lequel on va se trouver. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Nous, comme mentionné, on est plutôt du côté développement. Comment aujourd'hui les développeurs peuvent-ils avoir un impact ou alors une valeur ajoutée en termes d'éco-conception sur les produits? Là, en tout cas, si on parle un petit peu de la collaboration, pour moi, ça se joue surtout dans les étapes de cadrage, en amont de projet, c'est-à-dire de s'aligner déjà tous ensemble sur les bonnes pratiques qui sont liées à notre expertise. Ça, c'est la première chose. Et puis, ensuite, ça va être des échanges sur des éléments très spécifiques. On va dire qu'on a des bonnes pratiques qui sont de base, d'éliminer par exemple les fonctionnalités qui sont du coup non essentielles. Mais en fonction de la typologie du projet, ça va être un petit peu, ça va varier. C'est-à-dire que par exemple, si on touche un site groupe institutionnel comme c'était le cas pour la RATP, là, il y a un véritable enjeu sur le contenu parce que souvent, quand on fait un peu un mapping du contenu, on voit que par rapport à la volumétrie de la typologie des contenus, il y a un véritable déséquilibre qui se joue. C'est le cas souvent des actualités, où on voit que les actualités, elles prennent une grande part sur le service numérique et que celles-ci existent déjà depuis X années, et puis on a laissé ces pages-là un petit peu en zombie, où plus personne finalement ne vient visiter ces pages-là, et réellement on peut se poser la question de les garder ou non en fait, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on les conserve? Peut-être qu'on a peur de supprimer des choses, mais c'est quand même des réelles questions qu'on va avoir. Et ça, c'est la première chose. Et également, c'est trouver aussi des solutions de contournement avec les métiers du développement, c'est-à-dire dire, en effet, si tout d'un coup, j'ai quand même besoin de garder un carrousel parce que ça me semble intéressant, on va voir comment est-ce qu'on peut le faire de la façon la plus frugale possible. De la même façon, quand on parle des animations, s'il y a un réel besoin de les conserver, on va toujours avoir vraiment ces discussions-là ensemble. Et d'aligner aussi les bonnes pratiques en amont de projet. Je parlais de ça tout à l'heure sur le cadrage. C'est aussi la notion de responsabilité qu'on va donner à l'ensemble des experts métiers, de savoir qui doit faire quoi à quel moment. Ça, c'est hyper important en amont de phase pour ensuite avoir des responsabilités qui soient claires pour chacun. Et après, c'est toujours de l'échange, de la communication qui va être en continu avec tous les métiers. Les projets aujourd'hui qui sont vraiment silotés en termes d'expertise métier, en termes d'éco-conception, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Donc, être proches les uns des autres, c'est important. C'est toujours un bon conseil et ça permet à chacun d'être aligné dans la direction prise, dans les enjeux, les bonnes pratiques, etc. Tout en gardant, comme tu dis, cette démarche pragmatique avec vraiment sélection des objectifs et tout ça. Comment, si on rentre un peu plus dans le concret, on va dire, ou dans l'anecdote, tu as travaillé sur le site de la RATP. Comment est-ce que vous êtes organisé justement entre ces différents pôles? Comment est-ce que vous avez réussi à travailler ensemble?
Du coup, nous, on travaille ensemble déjà parce qu'on a créé notre propre outil ensemble, c'est-à-dire que en fait, on s'est dit à un moment donné, si on veut parler le même langage, faut qu'on soit aligné avec la même méthodologie, les mêmes éléments. Donc pour ça, on a créé. Alors là, je l'ai en physique, mais on peut aussi l'avoir en digitalisé. C'est un jeu de cartes comme ça où en fait on vient par expertise métier. Donc là on voit, on a le contenu, on a le back-end, etc. Par expertise métier, on va venir lister une bonne pratique de base. Et ça va nous permettre en fait à chaque projet dans lequel on va devoir du coup intervenir, savoir déjà un petit peu en amont qui fait quoi à quel moment. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un outil commun, de l'avoir créé ensemble aussi, c'est ce qui favorise beaucoup les échanges et la notion aussi d'intelligence collective qui fonctionne vraiment là-dessus. Et puis, on va dire aussi que c'est aussi le fait de sensibiliser aussi beaucoup les équipes et de les former. Ça, c'est aussi un enjeu hyper important là-dessus. Et également d'avoir des connaissances techniques pour les designers, je pense que c'est important. Et là, parler un même langage, c'est indéniable et c'est incontournable. Et la semaine dernière, j'étais à une table ronde avec Opquest où en fait, justement, ces systèmes de certification qui nous permettent aujourd'hui de parler un même langage, c'est ce qui derrière va permettre de favoriser aussi l'éco-conception et d'être aligné sur ce qu'on se dit. C'est un peu la porte d'entrée. La question de langage, elle est primordiale et je trouve ça très riche comme démarche d'avoir pensé à gamifier ça, à le faire un peu sous forme de jeu, etc. Ça rend ça toujours un peu plus euh, sympathique aussi et ça rejoint un peu cette idée du titre de cette green interview, contrainte ou tremplin. J'adore votre approche plus ludique, plus fun, qui donne aussi envie de se former, de s'y mettre, d'agir en conséquence, etc. Est-ce que vous aviez rencontré des défis spécifiques concernant l'éco-conception entre les différents pôles? Oui, forcément. Tout à l'heure, je parlais justement de la sensibilisation des équipes. Ça, c'est indéniable parce qu'on s'aperçoit que nous, on a beau être des experts métiers, si on est là juste pour encadrer, ça va être toujours compliqué d'initier des personnes qui ne connaîtraient pas du tout le sujet. Donc ça, c'est la première difficulté. Et puis l'autre défi aussi, je trouve, c'est un peu la prise de conscience. Et là, je le redis, c'est encore sur le contenu qui est aujourd'hui un peu un angle mort de l'éco-conception parce que on se dit en effet qu'on va créer cette coquille très frugale, très légère, peu énergivore. Mais derrière, en fait, on a toute la phase de contribution qui, là, nous échappe complètement une fois que le produit est livré, entre guillemets. Donc, c'est un petit peu, comme je dis, une coquille dans laquelle on va mettre plein de contenu. Et si ce contenu-là, on n'a pas réfléchi à son cycle de vie en amont de phase, la coquille va se fissurer et elle va imploser du coup à la fin. Donc, typiquement, quand je parle de cycle de vie du contenu, c'était le cas pour RATP, c'est que on peut se dire en amont de phase, par exemple, des actualités, c'est quelque chose qui va rester pendant 6 mois sur le site. Et après, on a un système de tag dans le back-office qui va permettre en fait d'automatiser soit l'archivage, soit la suppression du coup de l'actualité par la suite. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais du jeu de cartes. Est-ce que tu as d'autres outils ou d'autres méthodologies que tu recommandes toujours dans cet esprit de collaboration avec les développeurs aussi? Après, c'est tous les ateliers qui sont liés au moment du design thinking. Ça, ils vont forcément dans ce sens-là, dans le sens de l'intelligence collective et de trouver des solutions ensemble. Et c'est également avec les clients aussi que ça va aussi dans ce sens-là. Nous, on est les experts, les clients sont pas les experts de ça, mais ils le demandent quand même. Ils demandent quand même à savoir ce qu'on va faire et on a vraiment ce besoin de leur expliquer les choses.
Ouais, et c'est un véritable enjeu aujourd'hui parce que comme tu l'as dit, nous on s'occupe de livrer un produit et le fait de sensibiliser aussi le client final, ça permet de s'inscrire dans une démarche plus long terme aussi, qui va au-delà de la simple livraison et qui permet de maintenir aussi les bonnes pratiques parce que c'est important. Oui, oui. Et quelles sont un peu les étapes essentielles? Imaginons, c'est le début du projet. euh, Qu'est-ce qui est important de mettre en place dès le début? Pour moi, c'est la notion d'audit et de mesure. Ça permet de savoir justement où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, à l'instant T. Ça permet justement de voir des premiers éléments de préconisation qu'on pourrait du coup amener. Et puis, ça permet aussi de se fixer des KPI clairs. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on veut engager, où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'est ce que ça permet. Et puis derrière, d'auditer, de mesurer, ça permet aussi d'avoir ce discours de preuve, de dire voilà, on n'est pas dans du greenwashing, on a une réelle démarche d'entamer et d'avoir aussi une roadmap qui peut aussi s'étendre sur plusieurs années. Hein. L'idée, c'est toujours facile un petit peu de faire une refonte parce qu'on sait qu'on va pouvoir tout refaire de zéro, on a une super page blanche. Mais quand c'est pas le cas, et ben notre démarche en effet elle va être itérative et ça on a besoin de pouvoir avoir ces actions-là qui vont se lister au fur et à mesure du temps. D'accord. Et quelles sont dans ton audit un peu les grandes lignes à garder en tête, à vérifier, etc. L'audit déjà il va se faire pareil, il va se faire à plusieurs mains, c'est-à-dire que on va pas faire nous designers notre audit dans notre coin, non c'est vraiment on va mélanger les expertises, c'est à la fin il va y avoir qu'un seul livrable qui va être du coup coécrit à la fois par les experts SEO, les experts également du contenu, du design et de la technique. Et ce qui est hyper intéressant avec ces audits-là, c'est que euh, on observe un petit peu d'abord dans notre coin nos choses, ce qu'on a pu identifier, et à la fin on les restitue. Et quand on les restitue, on ne l'a pas dit de la même façon, mais ça signifie exactement la même chose. Hein. Typiquement, je prends le cas, c'est les carousels. Aujourd'hui, on voit qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est des choses qui sont quand même assez peu cliquées quand on regarde les stats des slides qui suivent. Donc nous, on aimait ça, que c'est peu utilisé. Et puis côté technique, eux souvent nous révèlent que c'est assez lourd en termes de performance, etc. Donc on va aboutir à la même conclusion justement. En tout cas, c'est là d'éviter de réutiliser ces systèmes-là. D'accord, ok, je comprends. Et du coup, première étape, audit, définition des KPI. Et Oui, ensuite, une fois qu'on passe dans l'étape un peu plus concrète des wireframes, quels sont un peu les guidelines à garder en tête? ouais. Alors, on audite. L'autre chose avant l'étape des wireframes, c'est aussi l'étape des focus group. Alors, les D'accord. focus group, souvent, on imagine que c'est côté utilisateur cible, voilà, à qui on va s'adresser. Mais c'est aussi en interne, ce qui a été le cas à la RATP, où vraiment on a expliqué la démarche à l'ensemble des business units de dire, voilà, demain le site va être éco-conçu, il s'inscrit dans cette démarche pour telle et telle raison qui correspond à vos engagements plus largement d'une sobriété numérique. Donc ça, c'est aussi hyper important. Je l'ai dit, ensuite, c'est le mapping de contenu. Et ensuite, c'est l'alignement sur les bonnes pratiques ensemble, avec tous les experts métiers, les clients. Et en effet, après, on maquette. Et le moment du maquettage, là, côté wireframe, ça va être de toujours garder en tête le besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire sur ce site-là, à qui est-ce qu'on va du coup parler, qu'est-ce qu'on souhaite faire à l'utilisateur, qu'est-ce que Louis souhaite faire, c'est de la prise de contact, c'est de répondre à ce besoin-là le plus rapidement possible et de limiter le nombre d'étapes pour y accéder, quoi. Donc, garder ça en tête, avoir voilà cette notion de simplicité, de légèreté, toujours de la même façon. Garder aussi en tête les notions d'accessibilité numérique. Pareil, hein, l'éco-conception,
C'est plus largement, on parle de numérique responsable, hein, accessibilité, respecter les données personnelles de nos utilisateurs, et de la même façon, tout ce qui touche à l'éthique, avoir une interface qui soit transparente pour tous. C'est aussi ce qu'on va garder là-dessus. D'accord. Merci d'être revenue sur la question, Amélie, parce que tu montres qu'il y a tout un processus avant de passer un peu plus dans le concret, dans le prototypage, etc. Comment est-ce que tu trouves un équilibre aujourd'hui entre tous ces impératifs d'optimisation environnementale et les exigences esthétiques un peu plus liées à ton métier? Alors ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a vraiment un peu cette peur de devoir enlever des choses et de se dire, bon, bah, il faut enlever, mais à la fin, qu'est-ce qui reste de tout ça? Est-ce qu'on va uniformiser toutes les interfaces? Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de garder l'ADN de marque, de garder les éléments identitaires de celle-ci et vraiment de rester concentré sur cela. L'idée, en effet, c'est de se dire, bah, si tout d'un coup on efface ou on cache le logo qui est bien souvent sur le header du service numérique, est-ce que dans l'expérience, je ressens toujours que je suis sur le site de la RATP, par exemple? Donc ça, c'est la première chose. Donc, cibler vraiment bien les éléments identitaires, c'est ce qui va permettre justement derrière de se concentrer sur ça pour ensuite enlever d'autres choses. Typiquement, voilà, se concentrer peut-être sur des éléments SVG légers, hein, parce qu'un élément SVG qui est très complexe, ça revient au même prix que l'image, donc ça, on évite. Et puis aussi de se dire que de travailler avec la contrainte aussi, c'est quelque chose qui favorise aujourd'hui l'imaginaire. C'est le cas de tous les métiers. En architecture, on a plein d'exemples qui le démontrent. Donc ça, c'est aussi ça. Et puis, bah voilà, les éléments identitaires, par exemple sur la RATP, c'était de garder les couleurs historiques de la marque. Hein. Ça, c'est quelque chose qui coûte rien et ça, c'est indéniable et ça, on va le conserver également. D'accord, ok. Merci pour ton partage. J'aime bien ta vision, ton approche. C'était un peu aussi l'idée derrière cette interview de faire en sorte que ces éléments un peu de contrainte soient vus comme des opportunités de faire mieux, de faire avec plus de sens, de faire avec moins de ressources, etc. Ça mène à ma dernière petite question à laquelle tu as déjà commencé à répondre. Aujourd'hui, considères-tu cette approche d'éco-conception comme une contrainte ou comme un tremplin? Bah forcément, c'est aujourd'hui un vrai tremplin pour plein de raisons. Déjà, par rapport au fait de prendre conscience que le service numérique a un impact, de le concevoir, c'est pas anodin. Questionner la question du sens et de l'utilité du service, ça c'est indéniable. Ça va avoir en effet comme également avantage d'anticiper la loi. On le voit hein, avec les articles de loi aujourd'hui qui n'obligent pas mais qui incitent fortement à s'y mettre. C'est toujours plus facile d'anticiper ça. Derrière, c'est que ça permet aussi de favoriser le référencement SEO. Google adore ça. Malgré lui, il ne le sait peut-être pas, mais voilà. Ça a aussi des grandes qualités d'usage, hein, parce que voilà, d'un point de vue utilisateur, on va avoir vraiment ce sens de répondre à un besoin bien clair et bien spécifique. Ça va être également justement d'aller droit au but, de faire en sorte qu'on sollicite moins les batteries par la suite. Et derrière aussi, en termes de maintenance, c'est aussi des sites qui sont plus faciles à entretenir. On a moins de code, moins de fonctionnalités, etc. à entretenir. Donc derrière, c'est aussi beaucoup plus facile. Et tout à l'heure, je parlais du contenu, mais c'est aussi pendant la phase aussi de contribution, de se dire qu'on a du coup un contenu qui est de meilleure qualité, qui est plus pertinent. Derrière, ça va éviter de créer comme ça ces multitudes de pages qui est aujourd'hui une fausse bonne idée. Hein, par rapport au maillage du contenu, si les plans de tracking, etc., sont bien repensés par rapport à ça, on va vraiment aller dans ce sens-là aussi.
D'accord. Merci Amélie. Je retiens un tremplin en termes de SEO, en termes de collaboration d'équipe, pour les développeurs, pour l'utilisateur. Il n'y a que du positif en fin de compte. Et Oui, je suis oui. très... et je suis contente que tu le vois comme ça. C'est important aussi de le diffuser pour sortir un peu de ce spectre de l'éco-conception, c'est faire moins. J'aimerais qu'on voit aussi tous les aspects positifs que ça apporte sur un projet. Je te propose de passer aux questions de l'audience. J'ai vu quelques questions défiler un peu dans le chat, on va les reprendre. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dès maintenant pour qu'on puisse en discuter. On va prendre la première. Tac, tac, tac. Hop là, qui est affiché? Super, merci. Où peut-on se procurer le jeu de cartes? Alors le jeu de cartes en tant que tel, il est pas, on peut pas l'avoir comme ça. C'est en tout cas c'est une prestation qu'on propose à la fois dans les cadres de la sensibilisation et de la formation qu'on propose. Donc voilà, il y a toute une partie théorique pour ensuite pratiquer le jeu et c'est sinon directement inclus dans les projets sur lesquels on va du coup intervenir chez Niji. Ok, ça marche. Merci. N'hésitez pas à revenir vers Amélie justement pour des besoins comme ça assez spécifiques aussi et de la contacter directement. Oui. Et nous, et nous on partagera les ressources aussi par la suite. Est-ce que pour qu'un site soit accessible, il faut qu'il n'y ait forcément pas de photos? Bah non. C'est comme en éco-conception, on a le droit de mettre de la photo. Non, c'est juste en effet de pouvoir prévoir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse au voice-over lire tous les éléments iconographiques et de choisir aussi ce qui va être lu ou non. Donc non, ça n'interdit absolument pas la photo. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à recommander autour du contenu photo, par exemple sur le poids des images, tu parlais d'accessibilité, etc. Quelles sont les... Optimiser le poids des images, hein, c'est toujours aussi une bonne pratique. Hein, vérifier justement quelle est la taille de la photo, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder et qui vont être du coup nativement prévus au moment où on va contribuer dans le back-office, faire en sorte que la photo soit appelée au bon format. Ça, c'est une bonne pratique. Et aussi l'optimisation et la notion aussi de rationaliser les éléments plus largement. Là, je parle, c'est aussi quelque chose sur lequel on va aussi beaucoup travailler. Et je fais une légère digression, mais en effet, quand un site existe déjà, la notion de rationaliser les éléments aussi, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler. Regarder qu'est-ce qui est utilisé ou non, voir qu'est-ce qu'on peut enlever en termes de blocs. Et si des choses existent déjà, là, on va voir comment est-ce qu'on peut les réduire en termes de taille. Et après, en effet, au niveau du contenu, optimiser ces visuels, ça, c'est indéniable. D'accord. Ok, merci pour tes éléments de réponse. Il y en avait d'autres dans le chat aussi, notamment sur la nomenclature des balises, sur l'aspect front-end, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder dans le chat aussi. Et il y a une autre question. Est-ce possible d'éco-concevoir un site via un CMS? Alors là, c'est des questions qui commencent à être assez techniques pour moi. Non, en tout cas, oui, c'est possible. En tout cas, ça a été le cas avec la RATP. C'est un site, c'est un WordPress derrière. Derrière, ils ont pu quand même alléger pas mal de choses. Ça, c'est aussi des vraies questions qu'on a sur les SMS. C'est toujours la question du contexte, hein, de savoir avec sur quelle technologie on s'embarque, pourquoi, comment, à quel moment. Ça va être la même question sur l'hébergement. Est-ce que voilà, quand on est déjà dans un écosystème qui a déjà plein d'autres sites tout autour, on peut changer comme ça l'hébergement? Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Donc ça c'est aussi des choses sur lesquelles on va beaucoup discuter.
D'accord. Il y a Julien qui répond dans le chat, il y répondra bientôt s'il le faut, parce qu'on est on est en conversation pour une prochaine interview. Donc c'est une question qu'on pourra lui poser aussi. Exactement. Par rapport au site de la RATP, est-ce que vous avez réussi à remplir vos objectifs de performance? Oui, oui, oui. Là, clairement, par rapport à la RATP, j'aurais dû préparer quelques chiffres si je souhaitais les KPI. Mais si, c'est impressionnant. Par exemple, sur le site de Niji, hein, ce qu'il faut savoir, c'est notre propre site qu'on a refait en éco-conception. L'ensemble du site, en termes de poids, correspond à l'ancienne homepage du site. Ah oui. C'est pour vous dire à quel point c'est drastique, mais qu'aujourd'hui, on a 2 fois plus de pages qui sont consultées. On a aussi beaucoup plus de prises de contact. Donc là, c'était des enjeux de recrutement qu'on avait ciblés. Oui, oui, largement, les objectifs en termes de performance, à chaque fois, ça va toujours dans le même sens. Hein. Dalkia, c'était la même chose. Hein. En termes de fonctionnalités là qui étaient ciblées, c'était pareil, c'était la prise de contact pour que il y ait beaucoup plus de candidatures spontanées. Il y a eu un x10 hein, qui a été fait sur ça, donc c'est indéniable. Hein. Bravo. Sans parler de la performance, etc. Félicitations, très belle performance. On reste dans cette idée d'objectif. Quels ont été un peu, ou quels pourraient être les KPI à définir dans le cadre des audits? Ouais. Là, les KPI qu'on peut se fixer, c'est par exemple le poids moyen d'une page. De dire aujourd'hui on est là, demain on souhaite du coup être là. C'est aussi se limiter à un nombre de requêtes, ça c'est aussi un KPI qu'on peut mesurer. Des KPI aussi qui sont liés à la performance. Quel temps de chargement je souhaite me fixer par la suite. Et pareil, on peut même aller jusqu'à lister un nombre d'éléments par page, hein, parce que on aura beau rationaliser les composants, faire en sorte qu'ils soient du coup légers, si on en met 20 sur une page, ça fonctionnera pas. Donc aussi rationaliser le nombre d'éléments et se fixer un chiffre, un nombre d'images de la même façon, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut aller. Et par rapport, oui, au KPI aussi, sur les audits, c'est les outils qu'on utilise. Nous, en tout cas, on est beaucoup sur Greenframe, également EcoIndex, pardon, et Google Lighthouse, qui nous permet aussi d'avoir pas mal de métriques et de voir ce qui pêche. Ça, c'est ce qui permet de fixer la suite. Oui, beaucoup d'outils existent aussi pour accompagner dans cette démarche d'audit, d'analyse des performances, du poids, etc. C'est toujours utile de le mentionner et ça peut aider sur un projet. Et juste pour finir par rapport à ça, aujourd'hui, les outils, ils ont un peu tous leur façon de calculer. On pourrait débattre des heures de tout ça, mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de toujours utiliser le même outil. L'outil quand on a commencé et l'outil quand on souhaite relancer une nouvelle analyse, c'est ce qui permet d'avoir des données vraiment comparables. Hein. Ok, merci. Et une fois que le site est livré au client final, quel est un peu son cycle de vie? Est-ce que vous continuez à être garant de l'éco-conception ou plutôt vous êtes plus responsable sur la formation pour laisser un peu le bébé? Oui, alors ça va toujours dépendre un petit peu aussi de ce qui est acheté de la part des clients, mais en effet, le document qui va permettre de documenter toutes les phases de contribution, c'est des choses que nous, on peut rédiger avec le client et c'est des choses que lui aussi peut être tout à fait en autonomie de pouvoir aussi rédiger. Et cette documentation sur la contribution, pour lui, ça va être hyper intéressant aussi en interne pour diffuser justement toutes les personnes qui, par exemple, seraient nouvelles dans l'entreprise, qui auraient besoin de savoir comment est-ce qu'on doit contribuer de la façon la plus pérenne possible. C'est ça qui permet vraiment de diffuser tout ça. Après, nous, on reste toujours, on aime bien continuer à regarder si tout se passe bien, si au bout de plusieurs années, comme le site de Dalkia, on est toujours aligné par rapport à ce qu'on s'était dit. Oui, c'est hyper important.
Ok, on a Béatrice qui se fait l'avocate du diable et qui demande s'il y a plus de trafic sur le nouveau site, est-ce qu'au final l'impact ne sera pas plus négatif? Bah, en fait, l'idée aussi, c'est la durée, c'est le temps passé sur le service numérique. Hein, c'est ça. Si on a plus de trafic, mais qui passe 2 fois, 3 fois moins de temps, pareil, hein, c'est une question d'équilibre. Et puis, c'est aussi la notion de se dire, bah, pourquoi est-ce que j'ai fait ce service-là? Est-ce que j'avais vraiment besoin de numériser aussi? Ça, c'est aussi hyper important. Et en effet, derrière, l'idée, c'est de dire, bah, moins on passera de temps, par exemple, à prendre rendez-vous sur son application pour aller chez son médecin, mieux sera du coup derrière l'expérience aussi, quoi. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse, Amélie. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser, des petites dernières questions avant qu'on conclue cette green interview? Tac, on a une petite info de Julien sur les performances de son côté sur un projet récent. La refonte du site a permis moins 90% de data et requêtes. Oui, bah c'est ces chiffres-là, souvent qui ressortent, c'est dans les 90%. Ouais. C'est très encourageant, très très encourageant. Béatrice te remercie pour ta réponse. Tac. Ok, eh bien, je propose qu'on conclue sur cette green interview. Merci Amélie pour ta présence, merci pour tes tips, ton retour d'expérience, etc. C'est un grand plaisir de t'avoir sur cette green interview. De même, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, on va partager suite à ce live les ressources qui ont été mentionnées. On aura un petit guide aussi pour reprendre les éléments importants qui ont été mentionnés dans cette green interview afin que chacun puisse avoir accès aux ressources, aux points clés qui ont été mentionnés sur les KPI à définir, etc. notamment. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message dans le chat si vous souhaitez recevoir cette ressource pour avoir un récap. Il sera aussi disponible sur YouTube en replay. Et je vous annonce dès maintenant du coup la prochaine green interview qui se fera avec Julien Willem. On va poster l'événement juste après ce live, donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page pour pouvoir vous y inscrire. Les coordonnées d'Amélie seront partagées aussi pour que vous puissiez poser vos questions, consulter son profil, ce qui se fait chez Neji, etc. Elle poste pas mal de contenu à ce sujet et est très active sur des événements, donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur son profil. Merci beaucoup Amélie. Merci à vous et puis bonne journée. Bonne journée à tous, au revoir.